Le 75e sommet de l'OTAN s'est ouvert à Washington avec un message clair: aider l'Ukraine pour qu'elle finisse par battre Vladimir Poutine. Le bombardement d'une école par l'armée israélienne a fait au moins 29 morts à Khan Younes. C'est la 4e école qui est visée par Tsahal en 4 jours. Matteo Salvini s'allie avec les Patriotes pour l'Europe de Viktor Orban. Cette alliance peut-elle semer la discorde dans la coalition italienne ? Ariane 6 a enfin pris son envol. Le tout nouveau lanceur a décollé de Kourou en Guyane et renvoyé ainsi l'Europe dans l'espace. Sur le sol de cet hôpital de Khan Younes, certaines des victimes d'un raid israélien. Dans la nuit de lundi à mardi, une frappe sur une école située à l'est de la ville et qui abritait des déplacés a fait au moins 29 morts et des dizaines de blessés. Au total, depuis samedi, 4 écoles ont été bombardées par l'armée israélienne. Des raids qui ont fait plus de 20 morts. Tsahal affirme que ces écoles étaient des cibles légitimes car des membres de la branche armée du Hamas s'y cachaient. Cette guerre, qui est entrée dans son 10e mois, a fait plus de 28 240 morts dans la bande de Gaza selon le Hamas. L'armée israélienne poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne, notamment dans le nord, à Gaza City, où des combats intenses ont lieu contre le Hamas. Face à ces opérations militaires qui s'intensifient, Tsahal a appelé des dizaines de milliers de civils à évacuer leur quartier. L'ONU, qui alerte sur la situation humanitaire et les risques de famine, s'est dit consternée par ces nouveaux ordres d'évacuation. Selon elle, certaines zones où les habitants sont appelés à se rendre seraient déjà surpeuplées. Sur le plan diplomatique, un nouveau cycle de négociations doit reprendre au Qatar. Les chefs de la CIA et des renseignements israéliens sont attendus ce mercredi à Doha pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et une libération des otages. Alors que l'OTAN fête les 75 ans de sa création, ses 32 États membres affirment qu'ils sont confrontés à la plus grande crise de sécurité que l'Occident ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. À Washington, l'OTAN devrait donc annoncer de nouveaux engagements en faveur de la sécurité de l'Ukraine, mais ne proposera pas à Kiev d'adhérer à l'Alliance, ce qui, selon de nombreux observateurs, permettrait pourtant de garantir sa sécurité. Ivo Dalder, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, interrogé par Euronews, estime que l'Alliance et l'Ukraine doivent faire beaucoup plus pour mettre fin à cette guerre. What Ukraine needs to do is to mobilize manpower. This is a war being fought by 40-year-olds. No other war in history has been fought by 40-year-olds. It's time that Ukraine really have a serious conversation about how important is this war and succeeding in this war to them. You can't do that just with 28, 29, and 30-year-olds, let alone 40-year-olds, which is the average age of the people on the front line. You need to get 18-year-olds, and you need to get 20-year-olds, and you need to get 21-year-olds, which is what every army in the rest of the world relies on. What about, for example, Emmanuel Macron's premise that perhaps some NATO countries should send troops into Ukraine? I think there may come a day where that is necessary, but you can't do that when you're not mobilizing your 18 to 27-year-olds. It's very hard to ask a mother or a father, a husband or a wife, a sister or a brother to send their sons and sisters and daughters to war to fight in a country which is not willing to mobilize its own people under the age of 25. And so more needs to be done by the Ukrainians. There's no doubt that that is part of the solution. You need more people on the front lines. There needs to be more weapons. There needs to be an end to the caveats. There needs to we need to prioritize the defense of Ukraine in a way that we haven't, and that includes the United States as part of it. It's only recently we found all these Patriot systems. Why not 6 months earlier? This summit should be about the reality that this is an existential moment, not just for Ukraine, but for NATO. For NATO to exist next year and the year after, Ukraine must succeed. Russia must fail in Ukraine. Well, one of the messages from this summit is about unity within NATO, but you have the Prime Minister of Hungary, who holds the rotating presidency of the European Council, visiting Moscow and often repeating Kremlin lines about the war in Ukraine. What impact does that have? Orban is too small and too insignificant to be a real threat to Western security. He's been at this for a good 2+ years now. And I think the only good thing that came out of this
is that Viktor Orban must have been listening to Vladimir Putin, who was standing next to him at the press conference and said, there's not going to be a ceasefire. There's not going to be an end to this war unless and until we get all the territory that we demand. And I hope that one of the things Viktor Orban took away is to understand that this war has an originator that is in Moscow, not in Brussels, not in Washington, certainly not in Kyiv, and that if we are going to end this war, it has to be done by convincing Russia to stop fighting. La Russie a émis un mandat d'arrêt contre Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny, ce mardi. Le mandat d'arrêt la vise pour participation à un groupe extrémiste. Actuellement opposante en exil, Navalnaya a publiquement accusé le pouvoir russe de la mort de son mari. Navalny a disparu dans des circonstances encore floues dans sa colonie pénitentiaire en Arctique en février dernier. Malgré la menace, Navalnaya a juré de poursuivre son combat. Le rapprochement du parti d'extrême droite de Matteo Salvini, la Lega, des Patriotes pour l'Europe de Viktor Orban, serait-il susceptible de créer la discorde dans la coalition en place en Italie? L'objectif du groupe des Patriotes est de devenir le troisième bloc au Parlement européen. Il dépasserait ainsi les conservateurs et réformistes européens, le groupe dirigé par la première ministre Giorgia Meloni. Pour l'instant, elle est restée discrète sur la question, tout comme son parti Fratelli d'Italia. La Lega, quant à elle, se défend d'être à l'origine d'une quelconque déstabilisation politique. Non vedo niente di male nell'avere sensibilità diverse sui dossier europei da parte dei partiti di centrodestra. Anzi, a volte è stato anche un arricchimento più che un ostacolo, però in conclusione dico che dobbiamo essere molto, molto concreti, nel senso che questo è un governo che ha avuto la fiducia della gente, è giusto che continui a lavorare, poi le dinamiche europee si muovono su un binario che ovviamente ha delle ripercussioni, ma non saranno ripercussioni che vanno a inficiare il lavoro del governo italiano. Même son de cloche du côté de Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir, qui assure ne pas craindre ce ralliement. Come detto dal segretario Tajani, il gruppo dei Patrioti sarà ininfluente nel prossimo Parlamento europeo. Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo è impegnata a rivendicare un ruolo sempre più importante per il nostro Paese. L'alleanza di centrodestra, a differenza di altri paesi europei, si presenta stabile, compatta, in Parlamento sempre coesi per portare avanti il programma di governo che ha ricevuto una grande maggioranza dagli italiani nel 2022 e una conferma qualche settimana fa. Sur la question épineuse de la guerre en Ukraine, la Lega affirme avoir toujours trouvé un terrain d'entente avec ses deux partenaires. Pour l'analyste politique Lorenzo Castelli, il faut relativiser son poids dans le fonctionnement de la coalition. Gli impatti sul governo italiano, sulla maggioranza, sono abbastanza limitati, perché in questo momento Salvini non ha la forza di insidiare né il predominio di Giorgia Meloni sulla coalizione di Fratelli d'Italia, né vanta grandi risultati elettorali tali da poter immaginare un ritorno alle urne o una caduta del governo. Only time will tell whether or not the impact of new alliances being forged in Europe will be felt in Italy, potentially risking the stability of the Italian government. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Lancement historique d'une fusée Ariane 6 ce mardi depuis Kourou en Guyane. Ce nouveau lanceur marque une étape importante en garantissant à l'Europe un accès autonome à l'espace. Initialement prévu en 2020, le lancement d'Ariane 6 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19 et des répercussions de la guerre en Ukraine. Comparé à son prédécesseur, Ariane 6 présente de nombreuses améliorations, notamment la capacité de voyager plus loin et plus rapidement. De plus, elle dispose d'un étage supérieur conçu pour se désintégrer de manière plus durable, évitant ainsi de devenir des débris spatiaux qui pullulent désormais dans l'espace. Le développement d'Ariane 6 est le fruit d'une collaboration de 13 pays européens dirigés par la France. L'Italie a fourni les systèmes de propulsion, la Belgique a apporté son expertise dans la technologie des satellites, l'Espagne a contribué aux composants structurels et aux équipements de soutien au sol, et la Suisse a fourni des systèmes de guidage. Avec Ariane 6, l'Europe se dote d'une nouvelle génération de lanceurs spatiaux, affirmant ainsi son rôle de leader dans l'exploration et l'utilisation de l'espace.
Située dans Paris, cette fromagerie ne désemplit pas. Ouverte dans les années 50, cette entreprise familiale propose une large sélection de fromages pour le plus grand bonheur des amateurs. I've been living for 20 years in the neighborhood and the best spot is here. But I have to tell you that the best spot is not only for the neighborhood, it's not even for Paris, it's not for France, not for Europe, it's the best place in the world. Exceptional cheese, seriously. I could not go anywhere else. La France compte environ 1200 variétés de fromage. Cette fromagerie en propose environ 300. Mais ce qui la distingue des autres établissements similaires, c'est qu'elle est l'une des rares à disposer de sa propre cave d'affinage. La fromagerie tente également de s'adapter aux changements d'habitude des consommateurs. I think traditionally you have a cheese plate after the main course and before dessert. This is the traditional way of having a cheese plate in France, but I think this traditional way is evolving. Now you can have a all cheese and meat course. You can have cheese in appetizer and not after the main course. You can have cheese at breakfast. We really change the way of eating cheese. Après les Grecs, les Français sont les plus grands consommateurs de fromage au monde, avec en moyenne 24 kilos par personne et par an. Des fromages qui ont également du succès à l'étranger. En 2022, la France en a exporté pour près de 4 milliards de dollars.